Je vais terminer cette série historique. J'ai parlé de Pierre Mendès France, j'ai parlé de Bourguiba, j'ai parlé de Lamine Bailly. Enfin, je n'ai pas parlé oralement, mais en tout cas, je saute ces chapitres-là. Mais dans le livre, j'ai parlé de ces choses-là. Et je vais arriver à la fin. Je vous ai parlé de la Constitution telle qu'elle était établie. J'ai parlé de la communauté israélite de Tunisie. J'ai parlé de l'exil des pieds noirs et pour lesquels on a quand même quelque chose à dire, on aurait quelque chose à dire. J'en arrive à la transition culturelle. Donc il y avait la religion, il y avait la langue. Alors la définition de la langue dans la Constitution était-elle nécessaire? Quelle était la langue pratiquée par les Tunisiens? Pour le présent de 1959 et tout au long des années 60 et 70, la langue française s'appliquait d'application concrète et générale auprès de l'élite et de l'intelligentsia. Cependant, on nous disait arabe. Les coloniaux nous disaient arabe. Nous autres adoptions le mot arabe au sens de tunisien. Dans notre langue usuelle, le mot arabe désigne un tas de choses et son contraire. À la fois le bien, le mal, le pur et l'impur, le lointain, le terroir, l'authentique. J'ai écrit le bâtard. Bon, c'est un mot un peu dur. Oui, le bâtard, parce que c'est vrai, quand on dit chez arabe, ça veut dire sans race, sans mélange. Mais quand on parle de l'identité, c'est l'identité pure arabe. Donc vous voyez, c'est à la fois le paysan, c'est tout. Donc c'est un mot fourre-tout. D'accord. Donc j'ai utilisé ce mot un peu dur. Est-ce que je dois l'enlever? Mais c'est trop tard maintenant. J'ai envoyé le journal à la presse depuis longtemps. Bon, si c'est nécessaire, on corrige. Ok. Or, l'arabe se rapportait à l'identification. Il représentait une culture, un idéal, une identité, désignait une idéologie politique structurée dans la lutte contre l'Ottoman pour les indépendantismes et la création des États de la Ligue arabe. Bon, je ne vais pas non plus tout lire. Alors, je parle du dialecte, je parle de la langue officielle, je parle des différentes influences dans cette fin de bouquin. Et ce qui est intéressant de dire, ce que je voulais dire, c'est que l'indépendance de la Tunisie ne s'est pas faite avec de mauvais esprits. Il y a eu une bonne volonté. On s'est dit, on va refaire les choses, mais avec de la coopération entre deux États souverains, deux États indépendants qui collaborent ensemble. Et donc, nous avions quand même une sympathie francophone, française, une proximité des échanges commerciaux, etc. Donc, nos relations étaient très, très fortes. Et la volonté d'indépendance de la Tunisie ne signifiait surtout pas rupture des rapports entre Paris et Tunis. Au contraire, était établie une coopération privilégiée entre deux nations souveraines indépendantes. L'ancienne puissance coloniale avait renoncé à sa responsabilité administrative, elle troqua sa volonté par une disposition à la coopération culturelle. Dans le courant des années 60 et même, dirait-on, 70, les influences françaises et italiennes étaient entretenues avec la coopération dans l'enseignement, présence des écoles, diffusion de Rayuno, envoi de professeurs, formation, bourses d'études, stages professionnels. Le gouvernement tunisien a entretenu le français et l'ambition du multilinguisme. L'ambition du multilinguisme. Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous autres, Tunisiens, dans les années 60, pratiquions au moins trois langues. Nous avons le tunisien dialectal, l'arabe qu'on apprenait à l'école, le français que l'on connaissait naturellement, l'italien qui faisait partie de notre environnement. Comment dire? C'est rare d'avoir des peuples qui soient portés sur ce multilinguisme. Et l'ambition du gouvernement, c'était de nous rajouter de l'anglais à l'école et l'allemand dans le commerce. Donc on était vraiment
je ne sais pas qui est mieux que nous d'un point de vue pédagogique, éducation. Je vous parle de la Tunisie des années 60 et des années 70. Je ne parle pas du résultat d'aujourd'hui. Je vous parle des années dans lesquelles moi j'ai grandi. Le Tunisien a entretenu le français et l'ambition du multilinguisme. La Tunisie n'était-elle pas réputée creuset de culture, carrefour de civilisation, modèle d'éducation, plurilinguisme naturel? Nous avions cette chance de côtoyer ce cosmopolitisme des langues françaises et italiennes, grecques et maltaises, en plus de nos dialectes régionaux, de l'anglais à l'école et de l'anglais pour le commerce, et de l'allemand pour le commerce. La langue française resta longtemps effective dans l'éducation, la vie sociopolitique, largement usitée dans l'administration et le travail public. Les documents vous demandaient, hein, vous les voulez en arabe ou vous les voulez en français? Naturellement, ça ne posait aucun problème. Pourtant, il n'y avait aucun texte officiel qui n'indiquait que la langue française était notre langue administrative. C'était notre application. Par contre, on a fait un texte qui a affirmé, qui nous a imposé l'arabe dans les textes officiels, dans le paysage audiovisuel. Là, c'est un texte officiel qui nous a imposé ça, qui a retiré le français du journal officiel. La langue française était applicable dans les cercles politiques privés, conseil des ministres et diplomatie, milieux artistiques et littéraires, journaux et travaux d'études, débats et médias. Elle fut influente jusqu'à l'avènement de Mohamed Mzali, qui siffla à la fin de la récré. Il devait purifier l'identité, imposer l'arabe afin de complaire à l'article 1er de la Constitution. Alors notre langue, notre dialecte a été bien sûr nié, il n'était pas enseigné, il n'était pas structuré. Cette belle langue de nos aïeux, cette langue affective, cette langue aux multiples influences, cette langue au son mélodieux, cette langue de nos amours, de nos humours, devait se soustraire au strict langage arabique. Nos fiers gouvernants entendaient l'arabe classique, celui que nous ne comprenions pas, qui passait à la télé, à l'Assemblée nationale et aux travaux parlementaires, qui permettaient en fait d'adopter des lois sans qu'on n'y comprenne que dalle. Cet usage de faire passer savants pour gouverner et contribuer à l'incompréhension, au monologue, à la sélection. Alors, Habib Bourguiba était pourtant un laïc imprégné de culture française. Il pratiquait le tunisien dans la communication quotidienne pour informer ou mobiliser le peuple, l'arabe classique dans la parole officielle et le langage et la langue française pour le travail administratif. Effectivement, même, comment il s'appelle, Hedi Nuera aussi pratiquait le français dans le Conseil des ministres. Et même Ben Ali, c'est stupéfiant. Ben Ali, l'arabophone, l'arabophile, celui qui nous a imposé l'arabe partout, dans le paysage, dans les textes, lui qui sort du moule arabe. Eh bien, lui, dans son conseil présidentiel, pratiquait la langue française. En fait, il pratiquait le tunisien, lequel était fortement imprégné de langue française. Donc, ce gars-là, qui a tout saccagé, et en fait, lui-même pratiquait la langue française dans le privé, lorsqu'il voulait être efficace, lorsqu'il voulait avoir un discours intellectuel, lorsqu'il voulait avoir un discours intelligent, cartésien, logique, lorsqu'il voulait réfléchir. C'est méchant ce que je dis. Mais bon, quand on voit le résultat, on est obligé d'être méchant. On est obligé d'être méchant. Ce gars-là, Ben Ali, il a mis ses enfants à l'école française. C'est pas un diplomate, c'est un Tunisien. Donc un Tunisien met ses enfants à l'école nationale. Eh bien lui a mis ses enfants à l'école française. Donc vous voyez, il se rend compte de ce que l'on a perdu. Ce patrimoine multilingue qui était un acquis, eh bien, disparaît. Alors, l'époque ne voyait pas la contradiction entre l'objectif constitutionnel et le projet pédagogique.
Parce que tout le monde veut mettre ses enfants dans le bilinguisme, dans le trilinguisme, dans le multilinguisme. Mais l'article 1er, lui, il dit autre chose. Alors, l'avenir arabe de la Tunisie se défausserait de l'éducation française, imposerait une nouvelle langue aux Tunisiens, contribuerait à un appauvrissement de la connaissance, nuirait aux compétences, réduirait le débat critique, modifierait le projet de société et l'objet des débats publics, classiques au pays d'orgueil. Les choix gouvernementaux ne sont pas ceux des familles qui plaçaient leur fortune pour former leurs enfants dans le bilinguisme ou l'impasse. En fait, l'impasse, c'est ne pas apprendre l'arabe. Hein. Ne pas apprendre l'arabe en Tunisie, vous vous mettez dans l'impasse. Alors, vous n'avez plus de solution. Donc, c'est... voilà. La transition culturelle a encore sous-évalué le défi et les implications du changement de la langue. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie. Alors j'arrive au dernier chapitre, au dernier paragraphe. Après 32 ans de règne, le 7 novembre 1989, Habib Bourguiba était renversé par un coup d'état médical de son premier ministre, Zine el-Abidine Ben Ali. Les élections démocratiques le confirmaient à la présidence pour 5 mandats successifs, avec des taux exceptionnels de 99, 97%. La constitution la constitution tunisienne avait été démocratiquement modifiée pour lui permettre de brider un 5e mandat en 2009. Alors, démocratique, quand on dit démocratique, ça veut dire l'adhésion des députés. Hein. Ça ne veut pas dire structure d'État, etc. Et contradictions et critiques, non. Ce sont sa clique qui sont au pouvoir et qui veulent garder le pouvoir, et donc ils ont intérêt à le réélire, et voilà. Le président Ben Ali fut l'homme des affaires pour le tout argent du contrôle civil de quelques façades populistes sur l'orgueil identitaire afin de poursuivre le référent de l'islam et de l'arabisme. Lui-même se comportait très différemment, comme si le peuple ne mériterait pas certaines libertés. Une particularité tunisienne fut souvent de distinguer les agissements de sa personne par rapport à ce qu'on exigerait pour le peuple. Il ajoutera la dégradation des lois, l'irrespect des institutions. Ben Ali est devenu modèle citoyen d'abus des lois pour laisser faire un business anarchique qui révélera la fragilité de l'État. À vouloir satisfaire de démagogie, il gagnera l'insatisfaction de tous auprès de toutes les couches sociales. Le 14 janvier 2011, Zine Ben Ali el-Abidine est renversé après 23 ans de règne par une révolution populaire dans la détestation totale. Personne pour le retenir, ni même son adjoint de la sécurité. Après son départ, il se retrouva encore seul dans un pays lointain. La Tunisie gagna en liberté, mais aussi en liberté de tout dire, de tout faire, en dehors du respect de l'intérêt général. La déchéance de pouvoir permettra un laisser-faire très étonnant pour un État moderne. Le système bénaliste, autoritaire de commandement, sans respect pour les lois, devenait modèle applicable à tout citoyen dynamique. Le pays ne se remettra pas de cette anarchie qui frappe nos ressources, notre image. Les dégâts sont profonds, visibles dans de nombreux domaines à cause des défaillances de pouvoir dans l'exécutif, le droit, l'application des lois, l'aménagement du territoire, les règlements administratifs, la concurrence économique, le commerce. À ce jour, il fait référence, surtout pour une légitimation politique, à la vue de la dégradation de tous les acquis sociaux, de l'éducation, de la santé, des lois, de la production et même du statut de la personne. Alors, en 2011, les islamistes de Nahda accédèrent à la politique tunisienne et consolidèrent leur position malgré l'incompétence de leurs cadres. L'idéologie religieuse confirmait le socle indéboulonnable, mystifié par 14 siècles d'histoire, qui prétend encore apporter ses solutions
aux questions sociales et humaines. Le parti Nahda est parvenu à orchestrer le pouvoir politique grâce à la sagesse tactique de son président, Rached Ghannouchi, qui a navigué sur les écueils du modernisme sans se dévoiler. Après une alternance partielle de feu Béji Qaïd Sebsi, Nahda et autres islamistes sont toujours là, le plus présents sur l'échiquier politique de la détermination sociale. Aux élections démocratiques, les arabico-islamiques ont accédé à tous les niveaux du pouvoir politique parce que leurs valeurs sont inscrites dans le fondement d'État, tandis que le monde se débat dans la mondialisation et les problématiques sociales, financières, économiques, environnementales. La Tunisie est soucieuse d'affirmer sa préoccupation existentielle autour de la langue arabe et de la religion musulmane. Aux élections d'octobre 2019, un assistant arabophile fut élu président de la République, un cheikh islamique peu cultivé président de l'Assemblée nationale, un administrateur faiblement diplômé sans conscience des affaires du monde, chef du gouvernement. Oui, ce n'est pas une erreur, c'est que ça a été rédigé avant l'édition. Donc c'était bien avant que M. Farfar soit nommé comme Premier ministre. Les citoyens réaliseront les intentions du populisme à bon marché qui n'apportera pas de solution sinon l'autorité du pouvoir d'une voie restrictive. L'affirmation supplémentaire est inutile autour de l'étendue mènera probablement à une critique de ses fondements autour de la langue et de la religion imposée par l'article 1er de la Constitution, que la même Constitution a prévu de ne pas modifier. Voilà, on est vraiment dans un blocage total. Alors, dans ce livre, j'ai pas trop parlé de Bourguiba, parce que je ne crois pas que Bourguiba laissera une grande trace. Dès que les effets de la propagande seront passés, on verra que toutes les initiatives de Bourguiba, elles ne sont pas demeurées. La Tunisie a la chance vraiment d'avoir une structure qui existe, une intelligentsia, des connaissances, une histoire, des références, etc. Et en plus, un beau pays, avec des ressources et tout. Et donc, Bourguiba a vécu sur ce capital, avec des prétentions, mais en réalité, tout ce qu'il a prétendu existait déjà. Il les a mis en application. Et quand il est parti, eh bien, les choses sont parties avec lui. Donc, qu'a laissé Bourguiba? Peu de choses. En fin de compte, peu de choses. Donc, au terme de l'histoire, il se croyait un grand homme. Il croyait qu'il nous avait tout donné. Il a nié toute l'histoire des ancêtres, de nos traditions, etc. Et finalement, il a gouverné 32 ans. Il a fait des choses supposées être positives, mais il n'en reste rien. Il n'en reste rien. On ne peut pas dire qu'il a sauvé la nation ou non. Il a vécu. Et Ben Ali pouvait faire la même chose. Ben Ali, s'il était parti, 3 années avant, il serait parti dans la gloire. On aurait dit, oh, Ben Ali, le grand homme. Mais il a duré un peu plus que la normale et toutes les défaillances, parce que Ben Ali a creusé l'État, il a beaucoup dévalorisé l'État. Voilà. Bon, je parle un peu comme ça, un peu dans la précipitation, parce que j'ai surtout envie de terminer. Voilà, c'est le bouquin Pour une histoire de Djerba et de l'Ifriqiya, qui est publié aux éditions Sidney Laurent. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Pour moi, c'est un travail très important. C'est un travail que devait faire l'État, que l'État n'a pas fait. Et donc, je l'ai fait à mon compte. Ça a été beaucoup, un gros travail qui m'a vraiment, qui m'a pris beaucoup de temps. Heureusement que j'ai eu cette disponibilité, c'est pas évident. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, j'attends les invitations, peut-être d'institutions, ou de françaises ou tunisiennes, pour parler, ou pour dédicacer le bouquin, ou pour... voilà. Allez, ciao, ciao.